Clément, c'est à toi pour Ubu. Alors, bonjour, donc je me présente, je suis Clément Escoffier. Je viens du monde Java, voire pire, je viens du monde OSGI, Maven, etc. J'ai pas souvent travaillé en France. Ubu, c'est un projet pas neuf qui a 4 ans à peu près et qui a été développé en Allemagne, donc c'est plutôt Ubu. Mais voilà, comme je suis français, on va le prononcer Ubu. Alors, qui connaît CDI? Il n'y a pas beaucoup de javaïstes. Alors, on va voir que c'est un moteur d'injection de dépendance très connu en Java, et on va voir à quoi ça sert d'utiliser ce genre de choses en JavaScript. Alors, quand on commence un projet JavaScript, donc moi j'ai travaillé sur des projets, le Ubu a été développé pour un projet qui a atteint 60 000 lignes de code JavaScript. Au début, on se dit, voilà, ça va être comme ça, en plus on n'était que des javaïstes entre nous, ça va être super, on va chacun faire nos modules, puis ça va tout se mettre comme ça, et ça va être génial, ça va tout fonctionner. Sachant que je travaillais avec des Polonais, des Hollandais, et donc moi en Allemagne. Et en fait, au bout d'une semaine, c'était que ça. On s'en sortait pas, on prenait beaucoup de retard, évidemment le client n'était pas content, on n'avançait pas, chaque fois qu'on modifiait quelque chose, la moitié des timers ne marchaient plus, etc. Et en fait, à ce moment-là, un soir, on est allé dans un bar, on a beaucoup trop bu, vraiment, et on s'est dit, mais comment on faisait avant en Java? Et l'histoire, et c'est pour ça, Ubu, j'avais vraiment beaucoup trop bu, ça a été développé la première version entre 4h du mat et 8h du matin. Et ça fonctionnait presque. Tout était dans le presque. Depuis, je l'ai réécrit 3 fois. Donc en Java, en fait, on essaye d'avoir comme ça des puzzles et on essaye de les assembler comme ça. Donc les EJB, OSGI fait ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, nos modules ou nos composants, ils ont ces interfaces comme ça et on va pouvoir les composer ensemble et on sait à peu près comment on va composer. Alors ça, c'est la théorie, on sait très bien qu'en pratique, même en Java, ça ne fonctionne pas du tout. Mais bon, on essaye. Donc on a cette notion de composant qui est vraiment importante. Ces composants, ils communiquent via des interfaces. Donc les interfaces Java, c'est souvent syntactique, les noms des méthodes, les paramètres, ce genre de choses. On peut aller plus loin, hein, il y a des trucs qui vont sur de la sémantique, mais bon, restons simples. Et puis un truc vraiment important qui est poussé par J2E, mais qui existe depuis à peu près les années 2000, c'est l'injection de dépendance. Alors qu'est-ce que c'est? Alors pour les développeurs web, c'est quelque chose qui est vraiment pas forcément très connu. Quand un objet veut communiquer avec un autre objet, il y a deux choix. Soit c'est lui qui va le chercher, l'utiliser, l'initialiser, soit il y a un framework qui va dire, toi, je vais t'injecter lui dans tel champ et tu l'auras. Donc le développeur va faire l'hypothèse que qu'un framework, une entité va l'injecter directement. Et finalement, pour le développeur, il n'a plus besoin d'aller le chercher, de regarder comment y accéder, le constructeur, son cycle de vie. Il sait que ça sera là. Et toute l'idée du Ubu, c'était de fournir ça en JavaScript. Alors, qu'est-ce qu'on a en JavaScript aujourd'hui? Alors, on a déjà les modules patterns. Alors, avec un S, parce qu'il y en a plein, il y a AMD, il y a Node.js qui a son propre, il y a Commons.js aussi qui en a proposé un autre. Alors, il y a plein de différences, il faut regarder un peu, c'est pas forcément très probant pour moi de regarder toutes ces différences-là. Le gros avantage, c'est que ça fixe le problème de visibilité qui dit qu'en JavaScript, tout est visible. Et là, avec ce genre de module patterns, en utilisant, en fait, je pense, un bug de la VM JavaScript qui a été développé par Netscape au début, finalement, on fixe ce problème de visibilité, donc on a vraiment une partie publique et une partie privée. Problème, quand vous demandez à des javaïstes ou à des développeurs pas forcément très forts d'utiliser ce genre de choses, ils sont très vite perdus, et puis il n'y a pas vraiment de notion d'interface. C'est-à-dire que nos modules, ils savent exactement avec qui ils communiquent. L'autre point, on a des modules loaders, donc Google en a fait un, on a Require.js, qui ne fonctionne pas sur PhoneGap parce qu'ils ont eux-mêmes Require. Donc il y en a plein aujourd'hui. Ça évite script, ça c'est pas mal. Ça permet de gérer les transitivités, donc dès qu'un script utilise un autre script, ça va le charger automatiquement, etc. Et ça permet un peu mieux de le reuse. Mais finalement, on a le même problème. Nos modules, ils savent à l'avance avec qui ils vont communiquer et on sait exactement, c'est tout hardcodé, les dépendances. Et généralement, dans un module, on cible directement le fichier d'un autre module. Ça, c'est pas très portable. Du moment qu'on a une architecture, un file system un peu différent, c'est assez, c'est plus utilisable.
Alors après, on a les MVC, MVVM, donc là, Node, Angular, Backbone, on en a des tas et des tas, et on en a un tous les jours. Alors c'est vachement bien parce que ça va nous permettre d'organiser le code, de structurer une application, de donner un squelette, ça c'est super. On a dans la plupart des cas du binding directement dans les éléments du DOM, souvent dans les deux sens, hein, si on prend Angular, tout ce qui est MVVM. Alors le problème, c'est quand on travaille sur des très grosses applications, typiquement un CMS fait pour Deutsche Post qui est développé depuis 10 ans, la base de données fait 18 Tera, donc c'est vraiment du gros, en fait on pousse juste les limites, mais au bout d'un moment on se retrouve à devoir à être au milieu du spaghetti, etc. Les interfaces sont excessivement compliquées, c'est des interfaces métiers, où chaque bouton est décorrélé et corrélé plus ou moins, c'est vraiment très très compliqué. Et là, tous ces systèmes-là, ils arrivent à leurs limites, ça aide, mais au bout d'un moment, il faut reprendre la main. Et alors, modifier ces systèmes-là, modifier Angular, c'est horrible. Bon, alors ok, là je suis venu parler d'Ubu. Donc Ubu, qu'est-ce que c'est? Donc Ubu, déjà, c'est une framework d'injection, et on va voir, il est basé sur des services. Alors ça, c'est pour ceux qui m'ont suivi pendant des années dans OSGI, etc. Moi, je suis très service. Donc, on va voir ce que c'est. Déjà, Ubu, le nom, il vient de ça. L'objet principal, c'est un hub. Ouais, j'avais vu, je vous le rappelle. Donc, il fallait, voilà. On a commencé, ma première ligne, c'était var hub égal. Ensuite, sur ce hub, j'y mets des composants. Chaque composant, c'est un fichier généralement séparé. Il peut être chargé avec require.js ou quoi que ce soit, il peut être sur Node, ça peut être un AMD, mais c'est juste un composant qu'on va enregistrer. On va voir comment on fait ça. Tout simplement, un composant a 4 méthodes, configure getComponentName qui retourne le nom, start stop, donc c'est un cycle de vie, et on fait hub.registerComponent start. Ok, jusqu'à là, à quoi ça sert? Allons un peu plus loin. On a la notion de contrat, que j'appelais interface auparavant. C'est un objet, tout simple, qui va juste définir des fonctions généralement vides, avec des noms. L'avantage, c'est que là, dans un autre fichier, on va avoir la liste des méthodes qu'on va pouvoir appeler. On utilise un pattern à service, à quoi ça va servir? On a deux types de composants, des composants qui vont fournir des services, c'est-à-dire implémenter une interface, implémenter ce contrat, et des composants qui vont les utiliser. Comment ça fonctionne? Le hub, il a quand même une partie un peu plus intelligente qui est un service registré, ça publie, le consommateur, il va chercher là-dedans, et puis il va se lier. À quoi ça sert d'avoir mis un tiers? Le gros avantage, c'est que, en fonction des plateformes, en fonction du dynamisme, s'il y a Internet ou pas, ces fournisseurs, ces services, ils vont pouvoir apparaître, disparaître, etc. Et lui, il va automatiquement trouver un autre consommateur, un autre fournisseur qui va implémenter le même contrat. Et on va substituer comme ça, au runtime. Alors ceux qui font du mobile, tout de suite, ça leur parle parce que le service, il n'est pas disponible, il est disponible en fonction de la connectivité. Ça, c'est des choses qu'on a. Ou alors en fonction de la plateforme, Android ou iPhone, on n'a pas les mêmes types de services et on peut faire ça. Alors j'ai dit quand même que c'était simple et tout injecté. Mais en fait ça, donc hop, je vais passer ça, c'est tout injecté. Donc quand on déclare ce composant là, on dit simplement qu'il fournit un service. Ça c'est le contrat. Point. Ubu vérifie que vous l'implémentez correctement quand même, que vous avez l'intégralité des méthodes, sinon il gueule. Et puis comme c'est allemand, ça gueule très fort, je vous le répète. De l'autre côté, on dit qu'on require un service, le contrat, là on veut l'injecter, voilà, vous avez votre objet, il a simplement un champ qui s'appelle SVC, et finalement, quand vous voulez l'utiliser, this.svc.doSomething. Vous êtes sûr que ça va être là. Le framework va vous garantir que vous allez en injecter un. Et que si ça se substitue, ça sera un nouveau. Problème de visibilité? Non, parce qu'en fait, j'injecte un proxy. Donc Ubu va générer un proxy, et vous n'avez accès aux méthodes que du contrat, et rien d'autre. Ça permet aux petits malins qui essayent d'appeler votre méthode interne, qui n'est pas du tout faite pour être appelée en interne, d'être protégés. Oui, j'ai travaillé aussi avec des Polonais qui faisaient ça sans arrêt. C'est pour ça que j'ai implémenté les proxys en plus. Deuxième type de communication entre les composants, des événements. On peut avoir des composants qui fournissent, qui publient des événements, et des composants qui les requièrent, donc un truc tout simple. Et finalement, comment ça marche? Publish, un topic. Alors ça aussi c'est très Java, mais bon, c'est un pass. Hein.
un objet événement, et de l'autre côté, j'enregistre. Alors oui, pour le plaisir, on peut mettre des regex, ou pas. Mais bon, là, comme pour faire intelligent, j'en ai mis une. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais j'espère qu'elle matche l'autre. Et là, on dit la méthode qu'on veut appeler. Et hop, du moment que quelqu'un va émettre un événement, on va le recevoir là. Donc finalement, à quoi ça va servir tout ça? Ben, tout simplement à modulariser votre JavaScript et votre code JavaScript quand il commence à devenir un peu hors de contrôle, à la fois en mobile, à la fois en web de browser normal, à la fois sur Node.js, ou à la fois pour ceux qui font la prochaine version de GNOME sur des applications desktop classiques. On peut utiliser Ubu pour modulariser. Donc là, ça va être assez simple. Quand vous travaillez en équipe, vous définissez vos contrats, chacun les implémente, vous balancez tout dans Ubu, ça se bind, point. Ça supporte Require.js, Node.js, etc. et tous les AMD. Vous composez votre application à base de contrats, d'événements, vous définissez ça. Ubu est standalone, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas d'une autre librairie. Alors j'ai travaillé également un peu dans le milieu d'embarqué, donc c'était vraiment important pour moi que ça soit assez petit. Tous les composants peuvent être configurés, vous pouvez passer les configurations. Donc non, vous n'aurez plus de composants qui accèdent directement au DOM. Vous passerez les ID que vous voulez passer à vos composants dans leur configuration, ce qui fait que vos composants, vous les réutilisez entre les pages. Juste ça, ça nous fait gagner un temps dingue. Voilà, j'ai fini. Le vrai logo, hein, Ubu. Le page web, donc ça fait partie du projet Nanoco qui va être lancé le 14 février, donc dans 2 jours. Donc là, on est un peu sur... c'est un projet open source qui va aller sur OW2. Tout le code est déjà là hein, sur GitHub, donc vous pouvez regarder. Donc il y a Ubu. Il y a également pour ceux... Alors il n'y a pas trop de juristes, mais il y a une extension à Maven qui s'appelle Coffee Mill qui permet d'industrialiser votre développement JavaScript avec des tests, avec de la vérification de la qualité de code statique, less, CoffeeScript, etc. Pour information, Ubu n'est pas développé en JavaScript, mais en CoffeeScript. Mais bon. Et supporte évidemment CoffeeScript, MooTools, voilà. Et Dart aussi. Mais Dart, c'est assez expérimental. Mais bon. Merci.